Ok, on va commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bon, je me présente, moi je suis Juste Bokoro, développeur full stack. Alors, je vais modérer la séance d'aujourd'hui. Et ce qui nous réunit, c'est une présentation sur les thèmes API Security, Best Practices and Strategy. Donc, il s'agit d'un mythe au cours de laquelle Carlos va nous partager les bonnes pratiques en matière de conception d'API pour s'assurer de la conception d'une API bien sécurisée, robuste. Voilà. Donc, le mythe va se dérouler en deux phases. D'abord, il y aura la présentation de Carlos et qui peut être aussi un peu interactif. Des fois, il va nous poser des questions et tout. Ensuite, la deuxième phase sera la phase des questions et apports, où on va essayer de se partager nos expériences sur le sujet et aussi répondre à des éventuelles questions. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez les balancer dans le chat. On va prendre les questions à la fin. Donc, vous les balancez dans le chat. Là, on est sûr qu'on les note et à la fin, on pourra les poser à Carlos. Soit vous pouvez les noter de votre côté et lorsqu'on sera sur la phase des questions, vous pouvez lever la main et les poser. Donc, Carlos, je te laisse la parole pour que tu nous introduises à la présentation. Merci, Juste. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des API et explorer les meilleures pratiques et les stratégies essentielles pour assurer la sécurité de nos API. Donc, dans cet article-là, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Carlos Sabotan, gentil hacker, développeur, consultant ou freelance occasionnellement. Parfois, je code des trucs, d'autres fois, je casse ce que les autres ont fait. C'est ce qui me définit. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous mes connaissances sur la sécurisation des API. Alors, cette présentation sera guidée par l'agenda que voici. Alors, du jour, nous allons voir brièvement ce que c'est qu'une API, puis répondre à la question du pourquoi il est primordial de sécuriser votre API. Ensuite, nous verrons les menaces, les vulnérabilités auxquelles les API sont confrontées, les solutions, les meilleures pratiques en matière de sécurisation d'API, puis suivra la session de questions-réponses et discussions. Sans plus tarder, qui peut nous dire alors ce que c'est qu'une API et à quoi elle peut bien servir? Quelqu'un a une idée? Personne? N'hésitez pas à prendre la parole, les gars. Tu peux repréciser la question, s'il te plaît, Carlos? Ok, d'accord. Je demandais alors si quelqu'un peut nous dire en fait ce que c'est qu'une API en général ou à quoi elle peut bien servir. D'accord. Okay, donc, ce que c'est qu'une API, bon, plus précisément une API web. Ouais. Personne n'arrive à avoir affaire à des API ici? Certainement que si. Peut-être que je ne vais pas parler. Bon, moi, je vais essayer de répondre à la question. Donc, dans le développement web, une API, ça nous permet de mettre en place la communication entre son backend et son front-end, par exemple. Donc, ça, c'est le canal de communication entre divers services ou applications. D'accord. C'est ça la Oui. définition. Application programming. C'est bien ça. C'est bien ça, juste. Merci bien pour ta précision. Alors,
Les API sont essentiellement un moyen standardisé pour que des applications, des systèmes ou des services communiquent entre eux. Elles facilitent ainsi l'intégration et définissent comment les composants devront interagir. Elles sont utilisées beaucoup dans les applications mobiles, les applications web, l'Internet des objets et même les microservices. Nous avons trois types d'API web. Nous avons les API REST, qui sont des API sans état, qui utilisent des architectures client-serveur, utilisent des méthodes HTTP, GET, POST, PUT, PATCH, DELETE pour les requêtes. Elle est simple et scalable, très connue et très répandue. Ensuite, nous avons les API SOAP, basées principalement sur du XML. Pour le query, elles utilisent un protocole strict pour la communication, moins populaire, complexe et pas flexible. Puis nous avons les API GraphQL, basées sur le langage de query. C'est le client qui définit en fait comment la structure des données sera. Donc, quand il demande les données et les données qu'il reçoit, sa structure et tout, c'est le client qui décide. Donc, les API GraphQL ont gagné en popularité, ils sont flexibles et très, très efficaces. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une API, passons à l'importance de la sécurisation de nos API. Pour aller dans le vif du sujet, considérons 2 années, 2018 et 2019. 2 années où les grandes boîtes comme Google, LinkedIn, Facebook, Stripe ont suivi des brèches de données qui ont entraîné des amendes très lourdes par des autorités de protection de données à caractère personnel. En gros, chez Stripe, il y avait eu des fuites d'informations sur les cartes de crédit. Chez Facebook, il y a eu des fuites de données de près de 30 millions d'utilisateurs. Ces événements nous rappellent l'importance de sécuriser nos API. Ainsi, nous pouvons prévenir les brèches de données, les attaques et les menaces cyber. Les accès non autorisés et nous gardons une bonne réputation et restons conformes aux exigences de sécurité que nous impose l'autorité qui régit la protection des données à caractère personnel dans notre sous-région. Pour le Bénin, l'autorité est donc la PDP. La PDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. C'est cette autorité-là qui régit la protection des données à caractère personnel. Donc, quand vous mettez en place vos API et qu'il y a des brèches plus tard, c'est des sanctions et des amendes, en fait. Pour bien sécuriser une API, il est important de connaître les menaces et les vulnérabilités auxquelles une API est confrontée. Nous avons entre autres les attaques d'ingestion, les attaques DOS, des attaques dues à une configuration COS mal faite, les attaques de référence d'objets indirects, okay? Et ensuite nous avons les attaques d'authentification cassée, broken authentication. Toutes ces menaces-là résultent à de l'exposition des données sensibles, des données à caractère personnel de nos utilisateurs qui utilisent notre API. Aux menaces précédemment énumérées, nous avons aussi l'exécution de code à distance qui résulte très souvent de l'exploitation de d'autres failles ou de vulnérabilités comme l'ingestion, le téléversement de fichiers non autorisés, le contrôle d'accès brisé, comme son nom l'indique, résulte du fait que il y a un manque de contrôle solide au niveau des points d'entrée de votre API. En plus de ces deux, on peut citer les attaques CSRF, INCSS, SSRF, MITM, l'homme du milieu, l'insuffisance de logging et de surveillance des activités sur l'API, la génération de clés API de base, okay, qui sont très généralement dus au fait qu'on utilise des algorithmes de chiffrement cassés ou pas très fiables.
Maintenant que nous avons passé au peigne fin la plupart des menaces auxquelles sont confrontés les API, il est crucial de mettre en place des solutions et les meilleures pratiques afin de sécuriser nos API contre les différentes menaces-là. Donc, rien de très compliqué, je vous rassure déjà. Donc, les différentes solutions et pratiques pour mieux sécuriser nos API incluent, entre autres, l'implémentation d'une authentication et des contrôles d'accès robustes afin d'identifier et d'authentifier les utilisateurs de manière très sécurisée. La validation des entrées reçues des clients et l'encodage des données à la sortie afin de prévenir les attaques d'ingestion et les attaques ICSS. Implémenter la politique de sécurité du contenu, CSP, une politique qui spécifie les sources autorisées à charger du contenu sur une page web, permettant ainsi aux développeurs de contrôler les ressources que le navigateur est autorisé de charger ou pour une page de données, en fait. L'utilisation d'une passerelle d'API, un API Gateway, ceci vous permet, entre autres, de pouvoir garder sous contrôle le trafic et d'appliquer certains contrôles en cas de besoin. Alors, comme le dit Confucius, une image est mieux que 1000 mots. La plupart des devs ne connaissent pas l'importance et le rôle de ces deux concepts-là que voici, c'est-à-dire l'authentication et l'autorisation. L'authentication répond à la question du qui tu es. L'autorisation, par contre, répond à la question du qu'est-ce que tu as le droit de faire ou quelle action tu peux mener sur la data. Et donc, nos devs locaux, sous l'effet de la pression ou des deadlines très serrés, remettent au second plan l'implémentation du checking des autorisations au second. Donc, parfois, allant même à l'oublier. Ce qui cause, hélas, des fuites et des découvertes de données sensibles sur des endpoints comme ceux de l'admin, par exemple. Ce sont deux points très, très essentiels à prendre en compte vraiment au sérieux. On peut répartir donc la sécurité d'une API sur deux couches. La couche sécurité applicative et réseau, où on retrouve généralement des pare-feux, les restrictions contre les bots, les mesures anti-DDoS, etc. La couche contrôle d'accès, où intervient le service d'identification des utilisateurs, la passerelle d'API, etc. Donc, ici, nous avons l'identity provider qui se charge d'identifier à chaque requête l'utilisateur à travers son token. Donc, lorsque une requête est faite, l'API Gateway reçoit la requête. Donc, quand les mesures de sécurité applicative et réseau sont passées correctement, l'API Gateway reçoit la requête. Donc, il fait valider le token de la requête, l'autorisation en quelque sorte de la requête par l'identity provider qui se charge de valider non seulement le token pour s'assurer de son bien fondé et tout ça, et ensuite renvoyer les données personnelles de l'utilisateur, c'est-à-dire les détails de l'utilisateur que l'API Gateway forward ensuite à travers le token aux différents microservices. Bon, pour une bonne sécurisation du processus d'identification et d'autorisation de votre API, optez pour les méthodes d'authentification basées sur les tokens, comme je viens de le dire, comme le JWT token, l'O2, l'OpenID Connect. Et un bon processus d'authentification doit se faire comme suit. Donc, en premier lieu, l'admin ou la personne qui a accès aux ressources, qui doit avoir accès aux ressources, fait sa requête d'authentification. L'application lui présente la page de login, il note ses credentials. Ensuite, l'application envoie les informations des credentials vers l'autorisation serveur. Donc, le serveur d'autorisation, lui, vérifie ses credentials et valide l'utilisateur, puis envoie son token. L'application
dit à l'utilisateur, oui, maintenant tu peux avoir accès à l'application, donc tu peux faire des actions sur l'application. Donc, il a accès à la page, au dashboard, par exemple, et là, maintenant, il fait ses requêtes tranquillement. Donc, à chaque requête, le token est envoyé à l'autorisation serveur qui valide le token et ensuite qui passe le token aux ressources, serveur de ressources qui retourne les données que l'utilisateur a demandé. Donc, généralement, nos développeurs ici font des erreurs très, très graves comme une mauvaise implémentation de l'authentification par appliquée. L'authentification par appliquée, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est et qui peuvent me dire ce que c'est en général. Ok, les gars. Carlos demande ce que c'est qu'une API key et comment est-ce qu'on l'utilise, à quoi ça sert. Donc, vous pouvez lever la main et vous répondre. Personne? C'est quoi une API key, les gars? C'est que presque tout le monde peut le dire. Je vais peut-être les aider s'il y en a qui ne se rappellent pas peut-être ou qui ont passé par là, qui ne se rappellent pas de ce que c'est. Une API key, c'est un peu comme dire au serveur, voilà, cette clé-là, ça peut être une chaîne de caractères qui te permet de t'authentifier ou de vérifier ton identité. Donc, généralement, on peut les retrouver au niveau des headers et au format is-appliqué. Je ne sais pas si ceux qui ont l'habitude d'utiliser des API en ligne, comme des API au niveau de Twitter, se rappellent un peu de ça. En effet, oui, c'est souvent utilisé par les API. Il y a pas mal de populaires comme ça qui se basent sur les API. En fait, tu te connectes à ton dashboard, tu crées une API et ensuite, dans ton application, tu l'exploites pour faire tes requêtes. Des fois, tu le mets dans le prêt, des fois, c'est dans l'URL, des fois, c'est dans la payload que tu envoies lorsque tu fais ta requête. Exactement, c'est un peu ça. Et très souvent, c'est des API qui sont publics, okay, qui n'ont rien à craindre, qui utilisent souvent cette méthode d'authentification-là, histoire de vérifier ou de valider un tant soit peu la requête qui est faite. Donc, souvent, nos développeurs l'utilisent souvent pour des API qui ont un scope parfois très privé, comme un utilisateur qui est unique et qui s'identifie à des ressources propres à lui, des ressources très, très uniques à lui. Donc, ici, on considère peut-être un client qui utilise l'API pour s'authentifier à travers une API Gateway, un serveur backend. Donc, l'API Gateway valide la requête, valide plutôt l'API Key, mais l'authentification derrière vers le backend service ne passe pas. Donc, généralement, quand nos développeurs le font, ils ne prennent pas en considération ce concept-là, qui est du fait qu'une fois que l'API Key est validée, n'importe qui peut accéder aux données de n'importe qui. Je m'explique. Quand je prends quelqu'un dans l'audience ici, par exemple, Farid fait une requête vers son API, son API Gateway, et il demande des ressources qui sont propres à lui, par exemple, supposons ces informations personnelles ou je dirais ces informations des cartes de crédit par rapport à sa banque, par exemple. Donc, il fait cette requête-là et il se rend compte ensuite qu'une fois qu'il a mis l'API, il a accès à tout du côté back-end. Donc, imaginons qu'il connaît l'ID de Camille, par exemple. Il connaît l'ID de Camille, il veut savoir, il veut
veut récupérer les informations de Camille, il va mettre peut-être l'ID de Camille. Et une fois que sa requête est validée, passons à appliquer derrière, côté back-end, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas de contrôle d'accès ni d'autorisation qui est faite. Donc, il a accès aux informations de Camille. Là, c'est ce qu'on appelle la découverte d'informations sensibles. Donc, ces informations de Camille, là, si Farid est un acteur malveillant, il peut les utiliser pour faire autre chose avec. Donc, c'est un peu ça l'erreur qui est faite par certains développeurs ici qui utilisent mal par bon escient la méthode d'authentification par appliquée. Carlos, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner encore plus bien faire un recap de ce que tu nous invites à éviter là sur les API? Ok. Là, en fait, il faut vraiment éviter de les utiliser, d'utiliser par exemple les appliqués entre les requêtes client-serveur. Ok, donc si... Parce qu'en fait, l'appliqué, quand vous l'utilisez entre les requêtes client-serveur, une fois que quelqu'un intercepte l'appliqué, il peut faire toutes les requêtes qu'il veut avec, ok? Il connaît l'appliqué, il peut faire les requêtes s'il connaît il peut crafter ses propres requêtes s'il connaît par exemple d'autres données sur d'autres utilisateurs ou bien des ID d'autres utilisateurs. Et ensuite même, il peut facilement accéder à certaines routes qui devraient être très, très, très sensibles, très cachées et très privées. Comme par exemple des routes qui affichent les données sur tous les utilisateurs de votre plateforme, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu la logique qui est derrière ça. Oui, bon, ce que j'ai compris en te suivant depuis le début depuis que tu as commencé par parler des API, ce que j'ai compris, c'est que si tu conçois une API qui n'est pas publique, bon, c'est quoi, comment est-ce que je vois une API publique? C'est une API dont les données sont publiques. En fait, tout le monde peut avoir accès aux données. Si ton API ne suit pas ce schéma-là, alors il ne faut pas utiliser une API qui. Oui. En fait, s'il y a des restrictions, si avant d'accéder à la donnée, il faut remplir certaines conditions, il faut être, par exemple, celui qui a créé la ressource, il faut être autorisé. S'il y a ces restrictions-là, alors une API qui n'est pas adaptée. Exactement. D'accord. C'est un peu ça. Et généralement, les API publics utilisent souvent aussi les PIK pour des fonctions de rate limiting ou des throttling. Ok, donc c'est pas forcément pour limiter l'accès à la ressource, c'est pour contrôler comment est-ce que la personne utilise ou bien récupère, doit lui faire des limites, des trucs comme ça. Voilà. En gros, c'est pas forcément pour authentification, c'est pour contrôler en quelque sorte qui accède à quoi, mais c'est pas pour l'authentifier. Non, c'est pas pour l'authentification. D'une façon ou d'une autre. C'est juste pour savoir qui accède à quoi et combien de fois peut-être il peut avoir accès à ça. C'est vraiment l'authentification, pas autorisation. Ok. Et souvent, ce qui est l'utilisation qui est faite beaucoup plus par les serveurs avec les PIK, c'est que c'est beaucoup plus utilisé dans une architecture serveur-serveur. Je m'explique. Il y a un backend service de traitement de documents et un backend service de génération, par exemple, du PDF du document. Donc, le backend service de traitement de documents envoie une requête vers le backend service de PDF de génération de documents et demande à ce que les documents d'un utilisateur soient générés, par exemple. Ça, c'est fait côté serveur. Donc,
personne ne peut venir faire une autre requête pour générer des documents d'une autre personne. C'est le serveur qui contrôle ce à quoi il a accès. Ok. Carlos, ton micro est coupé. Oui, je pense que vous avez un peu cerné un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Bon, avant qu'on ne passe à autre chose, je vais te dire que moi j'ai conclu et tu me diras si c'est vraiment ça. Donc, en fait, l'API va servir à faire l'authentification, mais pas à gérer l'autorisation. Exactement. All right. Ok, C'est un peu ça. d'accord. Donc, si, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des points donc, par rapport à ça, ils peuvent directement poser leurs questions là, afin d'avoir plus d'approfondissement par rapport à ça. Ok, si vous avez des questions, les gars, vous pouvez. On va faire cette exception-là. Vous pouvez la poser rapidement. Je pense que nous, on va commencer. On va continuer. OK. Donc, en plus des autres solutions que j'ai eu à citer, par exemple, il y a le cryptage des données sensibles côté serveur, par exemple. Donc, je suppose que vous avez des données sensibles comme, par exemple, des informations de carte de crédit. Il ne faut pas les stocker en clair comme ça dans la base de données parce qu'une fois qu'une base de données est attaquée ou un attaquant a accès à la base de données, et donc la base de données a accès à toutes ces informations-là, donc les cartes de crédit, les numéros de carte de crédit et toutes les informations sensibles sur les cartes de crédit. Ensuite, il faut gérer et stocker ces clés de manière très sécurisée. Donc, il faut éviter de faire du hard coding, insérer des clés directement, les clés secrètes directement dans le code de vos API, etc. Il faut plutôt les stocker, ces clés-là, dans des variables d'environnement côté serveur, donc au niveau de votre serveur, garder de façon sécurisée. Il faut implémenter un protocole TLS pour sécuriser les communications niveau réseau entre le client et le serveur afin d'éviter le overstocking ou le tampering. Le tampering, c'est par exemple quand un utilisateur n'a tellement malveillant intercepte la requête et puis il a la possibilité de modifier les paramètres afin d'obtenir d'autres informations ou de mener d'autres actions qui ne sont pas autorisées. Ensuite, nous avons l'implémentation du rate limiting qui aide beaucoup à aider contre les attaques DDoS. Parce que quand vous implémentez, vous avez un contrôle sur combien de requêtes peut être faites en combien de laps de temps et tout ça. Donc, aussi, le monitoring et le logging des activités de votre API. Ça, c'est un point vraiment très, très sensible. C'est très, très important parce que une fois que vous n'avez pas fait le monitoring et le logging et que vous subissez une attaque, vous ne pouvez pas savoir par où ça vient, qui a fait quoi ou d'où la brèche provient. Donc, c'est seulement uniquement un bon monitoring et un bon logging qui peut vous permettre de savoir en fait ce à quoi est dû cette attaque-là et comment vous arrivez à pallier à cette faille. Donc, on ne peut pas parler de solutions sans implémenter de bonnes stratégies non plus. Donc, et ces stratégies-là, pour sécuriser nos API, sont beaucoup plus basées sur ces solutions que nous venons de citer. Donc, entre autres, nous pouvons avoir l'encryptage des données sensibles
afin d'éviter la découverte de ces données-là, une implémentation correcte de l'autorisation et de l'authentication à travers les authentications tokens, JWT, O2, OpenID Connect, et l'implémentation des sessions. Les sessions Same Cookies, Session ou HTTP Only Cookies, ce sont là une implémentation des sessions qui permet à ce que uniquement le serveur, le serveur seul de votre application a accès aux cookies. Donc, un client malveillant ne peut pas voler, par exemple, les cookies d'un autre utilisateur sur l'application. Donc, l'utilisation aussi de parfait web. Un parfait web pour permettre de sécuriser votre VPS ou votre serveur. L'usage d'une API Gateway, qui vous permet aussi de gérer, de centraliser le trafic. Implémenter du rate limiting et le throttling, implémenter une politique de non-croyance dans Zero Trust API Security, valider correctement les entrées, les paramètres que vous recevez de vos différents clients au niveau de votre API, monitorer et ensuite bien loguer les requêtes qui passent à travers votre API et les actions qui sont effectuées. Donc, en plus de ça, on peut ajouter l'application, le fait de faire des tests d'intrusion de façon très, très périodique à travers, par exemple, le Git OWASP Stopstit des vulnérabilités. Le Git OWASP Stopstit des vulnérabilités implémente des vulnérabilités que nous avons, par exemple, citées récemment. Donc, je vais parler du Broken Access Authorization, Sensitive Data Disclosure, etc., etc. Donc, quand vous faites des tests d'intrusion de façon très périodique, ça vous permet de pallier à ces différents problèmes-là au sein de votre API, en fait. Donc, vous savez qu'est-ce qui doit être sécurisé, qu'est-ce qui est mal sécurisé, etc. Avant que plutôt l'attaque ne soit faite. Donc, voilà tout pour cette session d'aujourd'hui. Nous allons passer aux différentes questions et discussions, si éventuellement il y en a. D'accord. Merci beaucoup pour la presse. Oui, on a une question de Camille Boussi. OK. Il demande, est-ce que l'IAM est géré au niveau des API? Si oui, pourras-tu nous donner un exemple? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Bon, il demande si les IAM sont gérés au niveau des API. Et si oui, est-ce que tu peux donner un exemple? Sinon, tu peux aussi regarder dans les discussions, là, tu vas trouver son message. Oui, c'est bon, j'ai vu. Les IAM ne sont pas forcément gérés au niveau des API. Je m'explique. Les IAM, c'est la gestion des autorisations, non? Des identités et autres des utilisateurs. Donc, ces IAM, on peut les relier directement au serveur de validation ou d'autorisation. Donc, pas forcément dans la logique de l'API en question. Je ne sais pas si Camille est toujours là et si ma réponse le satisfait. OK. Bon, si je récapitule, en fait, tu dis que les IAM ne sont pas gérés au niveau des API. Non. D'accord. OK. Je pense que Camille a eu la réponse. D'accord.
si, C'est pas si si- je- oui, pardon. Oui. Je disais, si je viens à mon précédent slide, ici qui parle de euh, l'image. Ok, avec les process. Ok, à ce niveau, par exemple, on voit là que l'identity provider est complètement détaché de toute la logique d'asset control niveau API, par exemple. Donc, mais l'API dépend de l'identity provider pour pouvoir gérer manager les différentes identités d'accès et tout ça. Ok. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a un apport fait sur le sujet. On dirait que non. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et les poser. On est à la phase des questions. On dirait que non. Mais moi, j'ai une question pour vous, chers participants. Bon, je pense qu'il y a des devs back-end parmi nous. Bon, je pense il doit y avoir pas mal de devs full stack, donc ils font aussi du back-end. Et il doit y avoir aussi des devs back-end purs. Si vous êtes un dev back-end ou si vous faisiez du back-end, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on ait une idée du nombre de devs back-end qu'il y a parmi nous? Ok, il y a Jules. N'ayez pas peur, hein, les gars, levez la main seulement. La question que je vais poser à la fin, bon, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Là, je vais juste avoir une idée du nombre de dev back-end qu'il y a parmi nous. Parce que la sécurisation d'une API, en fait, il y a le dev back-end doit aussi contribuer à sa mise en place. Bon, moi aussi, je fais du dev back-end. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous, en tant que dev back-end, comment est-ce que vous assurez que votre API il est sécurisé? En fait, quelles sont les pratiques que vous avez l'habitude de mettre en place pour vous assurer d'une telle sécurisation? Bon, moi, je vais essayer de vous dire ce que moi, j'ai l'habitude de faire. Donc, tout ce que Carlos a exposé là, il y a les validations, il y a euh, le, en fait, le nettoyage de tout ce qui est input qui vient de l'utilisateur avant de le mettre dans la base de données, etc. Mais sur ce côté-là, je fais plus confiance aux ERM que j'utilise. Et après, il y a les trucs de rate limit, les throttle, et je pense que c'est principalement ça. Maintenant, après, quand je veux, des fois, j'utilise Cloudflare pour s'occuper de la partie. Vous voyez là, actuellement, sur la présentation de Carlos, il y a la partie en couleur bleu façon là. En fait, là où il y a l'anti-DDoS, le bot. Oui, la partie applicative, sécurité applicative et net et réseau. Exact. En fait, ça, souvent, bon, je le confie à Cloudflare, quoi. Parce que je sais qu'il y a qui gèrent un peu ça. Et Oui, après, généralement, Cloud fait pas mal de travail à ce niveau, côté pare-feu, côté anti-DDoS et même côté bot mitigation. voilà. Donc, c'est un peu ce que moi je fais. Donc, la partie supérieure, là, App Network Security Layers, je le confie à Cloudflare.
Maintenant, après tout ce qui est access control layer, authentification, ça, je le fais dans mon API, les rate limiting, la validation des inputs, tout ça, je le fais je le fais dans l'API. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager sur comment est-ce que vous faites votre implémentation, vous faites la sécurisation de votre API en tant que dev backend, vous pouvez lever la main et nous faire le partage. Jules, je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à nous, à nous partager. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va. Bonjour Jules, on va bien, merci. Ok, bon, j'ai laissé un message dans le call, mais j'ai l'impression que tu n'as pas vu. Ah, Bon, pour non. répondre à ta question, euh, je, de base d'abord, je commence déjà par valider les inputs qui sont envoyés par les utilisateurs. C'est D'accord. la première des choses auxquelles je pense. Euh, bon, je précise que je ne fais rien d'extraordinaire. Donc, après ça, l'authentification. Et ensuite, les autorisations. Est-ce que les personnes ont les, est-ce qu'ils ont les bons statuts ou bien les bons rôles pour accéder aux API? Donc, ça, c'est des vérifications. C'est des choses sur lesquelles je fais beaucoup attention et tout. Maintenant, par rapport au rate limiting, oui, ça aussi, je mets ça en place. Et à part ça, il y a plus grand-chose. Donc, c'est ce Ok. que je peux partager avec vous. Mais je pense que je suis entré un peu tard dans le mythe et j'ai raté pas mal de choses. Donc, les choses que j'ai eu à entendre sont assez intéressantes. Est-ce que l'intervenant, c'est Carlos, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Carlos, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'aspect monitoring? De l'aspect monitoring au niveau de l'API. Oui, parce que tu dis que bon, si on subit des attaques et tout, ça permet de comprendre d'où est-ce qu'on a été attaqué pour pouvoir, j'imagine, mettre en place des solutions rapides. Oui, bien sûr. Euh, Lorsque vous implémentez le monitoring, le logging, okay, ça vous permet de voir en temps réel ce qui se fait derrière au niveau de votre API à travers les requêtes. Donc, si par exemple un utilisateur fait des actions ou envoie des entrées qui ne sont pas vraiment saines, ok, et que votre API reçoit ça, comme ça, vous voyez directement ces entrées-là. Vous savez, en fait, vous avez une idée de ce qu'il est en train de faire. Je donne des entrées pour être précis. Il n'y a pas de cela, je pense il y a 8 mois, j'avais mis en ligne une API et je voulais voir en fait à quel degré le web est dangereux. Donc, ça me permettait en fait de voir euh, comment, à quel niveau d'intéressement les acteurs m'avaient un peu s'intéresser à tout ce qui se met en ligne sur Internet. Donc là, je pouvais voir dans le temps où il y avait la faille de Log4j, je voyais plein de requêtes qui essayaient de vérifier si mon serveur était vraiment réellement vulnérable, ou mon API était vraiment réellement vulnérable à la vulnérabilité du Log4j. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de cette vulnérabilité-là. Peut-être ceux qui font du Java ou ceux qui utilisent principalement des serveurs en Apache, des serveurs Apache plutôt, en ont déjà entendu parler. Parce que c'est beaucoup lié au serveur Apache et ça touche aussi à. C'est une faille au niveau des logs. Donc, on exploite les logs pour attaquer le serveur aussi. Il n'y a personne qui a entendu parler de cette vulnérabilité-là. Attends,
Je sais pas, attends, tu dis on exploite les logs pour attaquer le Oui, serveur, c'est ça? oui, bien sûr. En fait, Donc, le log4j, c'est cette vulnérabilité-là qui permet d'envoyer des entrées, ok, au niveau des requêtes ou des entrées d'une API. Et une fois que c'est logué, au niveau je pense, de la fonctionnalité de log du serveur Apache, il y a une faille qui est exploitée par rapport à ça et qui permet de prendre contrôle même du serveur. ah, intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une telle vulnérabilité. Voilà. Et en fait, plus vous faites aussi de la veille de la veille de sécurité par rapport aux applications, aux plugins, etc., aux packages que vous utilisez, plus vous êtes en alerte par rapport aux vulnérabilités qui les touchent en fait. Donc tout ça, ça fait partie des stratégies à mettre en place pour pouvoir surveiller, pour pouvoir bien sécuriser son API. D'accord, d'accord, Ok, c'est bon, ça peut aller. Je ne d'accord. sais pas si j'ai répondu à ta question, Jules. Ouais, t'inquiète, j'ai une vague idée de ce que c'est déjà. D'accord. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations au niveau de l'audience? Les questions, non, il semble que non. Moi, j'avais une question à poser, mais c'est à l'audience. En fait, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu affaire avec l'APDP? L'APDP, c'est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Donc, en fait, c'est l'autorité béninoise qui s'assure que les entreprises qui créent des applications, en tout cas des services numériques, respectent la confidentialité des données et que voilà, le service est sécurisé. Donc, je ne sais Ça pas existe, s'il y ça en a existe qui... au Bénin. Ah oui, ça existe. APDP, Ah, d'accord. Tu viens de m'informer là. ça existe. Bien sûr, la PDP existe et je pense que à l'heure où on parle, il y a pas mal de mesures qui sont en train d'être prises pour obliger les entreprises qui ont des services en ligne à se conformer réellement euh, à la politique de protection des données à caractère sensible. Ça marche. Donc, je demandais s'il y en a dans l'audience qui ont déjà eu affaire avec eux. Non, bon, je pense que les actions sont en train d'être faites, donc ils n'ont pas vraiment encore pas pu avoir affaire avec eux, mais dans un futur proche, peut-être, vous serez là, vous allez peut-être avoir une visite de l'autorité qui vient vous poser des questions, qui vient valider votre conformité et tout, par rapport au truc. Donc, si vous ne prenez pas, ne mettez pas en place les mesures nécessaires, vous allez écoper des amendes facilement. Ah ouais. Ou bien juste, c'est ce qui s'est passé dans ton cas. Tu as une anecdote à nous raconter. Ça m'intéresse, moi. Bon, bon, j'ai peut-être quelque chose à raconter, mais en tout cas, j'ai pas eu d'amende. On n'a pas eu d'amende. Mais j'ai travaillé dans une boîte où on concevait une application un peu qui est dans le domaine de la santé. Donc, on collectait pas mal de données, donc des données à caractère personnel sur les patients et tout. Et donc, il fallait qu'on soit validé par la PDP pour être plus crédible. Donc, on avait commencé les process. Seulement que ça n'a abouti à rien. Au fait, ils sont pas dynamiques. Mais bon, c'est quelque chose qui doit faire déjà plus d'1 an. Donc, en fait, ils n'étaient pas encore correctement mis en place. On a soumis un dossier. Ils devraient nous appeler, en tout cas nous faire un retour pour enfin faire un audit de notre système. On n'a jamais eu ce retour-là. Alors que
on ne pouvait pas avoir la crédibilité qu'on voulait sans leur validation. Parce qu'il fallait aller au ministère de la Santé, déposer des dossiers. Et sur le dossier qu'on doit déposer là-bas, il faut qu'on mette aussi la validation de la PDP, des trucs comme ça. Donc finalement, on a mis le projet en pause. Pour ne pas dire on l'a abandonné. Et en fait, la question, c'était pour voir s'il y a eu de l'évolution. Est-ce que des gens ont déjà eu à avoir des interactions avec eux? Est-ce que tel que la chose est aujourd'hui, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que c'est plus dynamique et tout? Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu avec eux. Ok, je vois. Donc, quand tu parlais d'une audit là, c'est qu'ils vont envoyer des experts vérifier votre système si c'est conforme à leurs normes. Maintenant, genre, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'ils vous ont informé par rapport aux normes sur lesquelles ils vont se baser pour pouvoir évaluer un peu si vous arrivez à bien gérer les données personnelles? Enfin, je Bon, veux comprendre un peu, ou bien vous ouais, n'êtes pas allé dans ces détails-là. non, Bon, ils n'ont je pas pense donné, que oui, vas-y juste. je réponds rapidement, ils ne nous ont pas donné des normes, mais ils nous ont demandé de décrire comment est-ce que nous on s'assure de la sécurité des données. Donc, on a fait un document qui décrit notre process, comment est-ce qu'on collecte des données, comment est-ce qu'on garantit leur sécurité. Et après aussi, il y a un formulaire que tu dois remplir dans lequel en fait, tu listes ceux qui ont accès à la donnée, quelles sont leurs fonctions dans l'entreprise. Et après, tu dois avoir en fait, un expert en sécurité dans ton entreprise pour pouvoir soumettre ton dossier. Donc, bref, ils nous ont pas informés sur les spécifications qu'on doit respecter. Ils nous ont juste demandé comment est-ce que on sécurise les données, donc de décrire notre process et tout. Et nous, on s'est basé beaucoup plus sur ce qu'il y a, en fait, ce que l'OAPS suggère en termes de sécurisation des données et tout. Et voilà un peu. Ok. Et Carlos, tu voulais ajouter, tu voulais dire quelque chose là. Oui, je voulais répondre à sa question. Je pense que tu as déjà tout dit. Il y a pas, ils n'ont pas vraiment précisé, ils ne précisent pas vraiment de normes, mais c'est tout ce qui a standard, tout ce qui a trait à la gestion des données, à la sécurité de ces données-là et à comment ces données-là sont traitées. Donc, aussi, de prendre en compte les aspects en cas de brèche ou de piratage, d'attaque informatique et de fuite de données. Qu'est-ce qui sera fait? Quelles sont les actions qui sont prises pour empêcher que ces données-là ne soient divulguées, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. D'accord. D'accord. Donc, les gars, la PDP, ça va monter en puissance. Et je pense que d'ici là, au fait, au Bénin, quand tu crées une solution numérique, tu dois forcément te conformer à leurs exigences. Donc, apprêtez-vous. Ok. Est-ce qu'il y a des... Je pense qu'il n'y a pas de questions, hein. Il n'y a plus d'autres questions. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Carlos. On va clôturer la séance. Bon, moi, je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais j'ai une question pour eux. Je ne sais pas, j'avais parlé des tests d'intrusion et tout ça. Personne n'a demandé si à l'heure où on parle au Bénin, s'il y a des structures, des trucs, des organismes qui nous permettent de pouvoir s'assurer de ces aspects-là. Ah oui, c'est une très bonne question. Bon, je suppose qu'on va te poser la question et on va juste attendre la réponse. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des entreprises au Bénin
et qui vont nous permettre de faire des tests d'intrusion, de faire des rapports d'audit sur la sécurisation de notre application, des trucs comme ça. Si, il y a des structures qui le font. Je pense il y a le gouvernement qui a mis en place pas mal d'actions par rapport à ça. Donc, les FSSN. Les FSSN, c'est des structures qui sont comment dire, habilitées à offrir des services de sécurité, entre autres l'audit de code, les tests de fusion, l'audit de conformité et tout ça, afin de sécuriser ou bien de garder bien protéger les données et tout ça. Donc, parmi ces FSSN-là, il y a certains qui font, et eux tous ne fournissent pas les mêmes services. Hein. Il y en a qui fournissent des services de tests et d'autres qui fournissent d'autres services comme la gouvernance et tout ça. Ces structures-là existent bien et le client doit dépendre pour que, par exemple, les entreprises puissent se conformer par rapport aux tests d'intrusion, par rapport aux audits et tout ça. Donc, parmi l'une des structures des FSSN, moi je travaille dans l'une de ces structures-là qui s'appelle Global IT Service et nous faisons principalement de tests d'intrusion offensive. Donc, nous mettons à l'épreuve réellement vos systèmes, vos infrastructures, afin de s'assurer qu'ils sont sécurisés. Et à la fin, nous faisons un rapport complet, détaillé de tout ce que nous avons trouvé. Ça marche. Et ça coûte combien? Si par exemple, on veut se faire, j'ai créé ma petite application, voilà, je ne suis pas expert en sécurité, mais je veux m'assurer que c'est quand même robuste. Et ça peut me coûter combien de faire ce rapport-là pour une petite application? Bon, je ne pourrais pas me prononcer par rapport au coût de la prestation, puisque je ne suis pas de la session qui s'en charge. Mais bon, je peux vous donner l'idée du coût auquel on peut s'attendre quand on parle de cybersécurité. La cybersécurité, ça coûte. Ça coûte vraiment beaucoup. Donc, pourquoi ça coûte? C'est beaucoup plus parce que lorsque vous subissez un piratage, qu'il y a des fuites de données, okay, les sanctions coûtent beaucoup plus que les actions menées pour les sécuriser. Les sanctions et, je dirais, les répercussions, l'impact coûte beaucoup plus. Donc, l'impact aussi a un coût par rapport à ça. Donc, c'est en fonction de cela que, et aussi des systèmes à tester, des infrastructures à tester, que le coût varie. Donc, je ne peux pas me prononcer réellement sur le coût exact et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des outils qui ne sont pas faits pour les experts en sécurité et qui permettent à ces derniers de pouvoir valider la robustesse d'une API? Est-ce qu'il y a des outils comme ça? Et qui vont peut-être générer un rapport à la fin? Il y a un semblant d'outils, je dirais, parce que vous pouvez pas, c'est un peu comme nous avons de nos jours des outils qui nous permettent de faire du low-code, de créer des trucs low-code. Mais généralement, vous allez remarquer que certaines boîtes n'aiment pas s'affilier à ça, à du low-code, parce que le low-code, vous n'avez pas un contrôle réellement de qu'est-ce qui est utilisé au niveau de votre code et quelle faille il y a au niveau du code, en fait. Donc, le code, c'est ce truc-là qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc,
généralement, la plupart des vulnérabilités ou la plupart des brèches de données qui s'opèrent au niveau des API viennent principalement pas des vulnérabilités, des failles au niveau du code. Ok, donc, oui. Ouais, donc finalement, il y a des outils pour ça ou si, il y a des outils pour ça. Il y a pas mal d'outils pour ça, mais je ne vous conseille pas de vous fier à ces outils-là parce que il est généralement mieux de tester, de faire en sorte que vos données, vos trucs, de vous assurer de la protection de vos données de façon manuelle. Donc, ça veut dire que vous prenez réellement l'avis des experts dans le domaine qui se chargent de faire ce travail-là pour vous. Est-ce que le fait par des experts n'est pas réservé aux entreprises bien assises? Parce que là, en fait, moi, je pars surtout d'un. En fait, supposons que moi, je crée ma petite application, c'est moi qui l'ai créée, et puis je veux m'assurer que c'est bien sécurisé. Donc, c'est pas qu'il y a une grande entreprise derrière, j'ai pas trop de moyens et tout. Ces outils-là peuvent quand même satisfaire mon besoin. L'idée, c'est pas d'avoir une sécurisation parfaite, mais d'avoir le minimum, quoi. Bon, ouais, bon, ça dépend aussi. Hein. Bon. Sinon, il y a des experts qui sont aussi consultants, donc que tu peux consulter en fonction de ton budget et tout, et avoir un truc qui pourront te faire un audit de sécurité vraiment te permettant d'avoir une idée réellement de tout ce que tu as pu implémenter comme mesure de sécurité et si ça tient. D'accord. Ok. Bon, peut-être après, on va faire des recherches. Maintenant, il y a des outils qui te permettent de vérifier que peut-être tu as mis en place tous les standards nécessaires. Ça dépend aussi hein, de la logique dans laquelle tu es. Ça dépend. Donc, si tu veux par exemple vérifier que tu as mis en place tous les standards nécessaires pour tes tokens et tout, il y a des outils qui te permettent de savoir, de valider tout ça. Ok. D'accord. Ouais, mais ça marche. Est-ce qu'il y a des IA dans ce domaine? Genre des IA. Bon, c'est une question très intéressante qui revient très souvent vu l'expansion des intelligences artificielles. Pour le moment, je ne connais pas, alors je parle d'IA qui permet de faire ça. Mais peut-être d'ici 5 ans aussi, d'ici 5 ans, on peut bien avoir des intelligences artificielles capables de se mettre dans une posture d'un attaquant afin d'évaluer la sécurité d'un système, d'une infrastructure. Okay. On espère que quand ça sera créé, que ça soit open source. Et que ça soit créé, que ça soit fiable surtout aussi, parce que Open source, c'est la fiabilité qui compte aussi. Ah ouais, c'est pas faux. Ok, je pense qu'on va terminer le mythe. On va terminer le mythe. Et merci à tous pour votre participation. La présentation de Carlos, on va le publier dans le groupe qui est Bénin. Et aussi, si vous êtes intéressé par le sujet, bon, je pense que le guide de OAPS sur la sécurisation des API et aussi les top 10 des vulnérabilités liées aux API sont de bonnes ressources que vous pouvez consulter, vous assurer que voilà, votre API suit les bons normes. Bon, merci à tous et je vous souhaite une bonne suite de week-end et on se dit à la prochaine. Merci juste et à la prochaine à tout le monde. Ouais.